Ils l'ont égorgé, mais pas jusqu'au bout, pour qu'il agonise devant nous et pour qu'on le regarde. Et nous, on ne pouvait plus rien supporter, ni pleurer, ni avoir peur, ni crier, ni rien. Car ils ne nous autorisaient même pas à pleurer, et ils tuaient aussitôt celui qui se mettait à pleurer. Et puis ils ont tué aussi mon père d'une rafale tirée en plein cœur, et un garçon avec lui. Un homme a été tué dans cette maison, là-bas derrière. Et puis ils ont brûlé vif 2 vieillards, là-bas, derrière la maison. Et puis 2 autres aussi à côté, ils ont assassiné mon père. Là, derrière cette autre maison. Vous irez voir. En tout, ils ont tué 10 personnes. Ici, rien qu'ici. Ils ont d'abord égorgé un voisin, ici, à l'angle de la maison. Ensuite, ils ont tué le père de mon mari. Ils lui ont tiré dans la poitrine. Ils l'ont jeté sur le dos. Ils ont tué un voisin, lui, ils l'ont jeté à plat ventre et ils lui ont tiré dans le dos. Ils ont tué ma voisine sur ce tronc d'arbre. Elle leur avait dit de ne pas nous faire du mal, de prendre tout ce qu'on avait, mais un homme l'a tué d'une rafale de mitraillette et le corps est tombé là, par terre. Ensuite, le soldat m'a demandé où était mon mari et il m'a donné des coups de pied dans la bouche. Je croyais qu'il allait me tuer. Il nous a ensuite tous alignés ici, moi et mes 2 enfants, 2 voisines et leurs enfants. J'ai vraiment cru qu'ils allaient tous nous tuer. Que de tout ce monde, personne n'ait pu s'enfuir, se sauver. Tout ça, c'était des civils, des enfants. Personne n'était coupable de rien. Pendant que les uns entouraient le village par les collines, les autres rentraient. On était tous complètement bloqués. Les ruines sont encore fumantes 4 jours après le massacre. Et c'est un spectacle de désolation qui s'offre aux premiers casques bleus parvenus sur place. De Stupnido, petit hameau de la montagne bosniaque, de ses 53 maisons, de ses 250 habitants, il ne reste rien. Au petit matin du samedi 23 octobre 1993, plusieurs centaines d'hommes en armes attaquent le village. Pillage, viol, exécution sommaire, la tuerie va durer tout un samedi et tout un dimanche. Des enfants, des femmes, des vieillards sont exécutés, parfois à bout portant. Aux yeux de leurs assassins, tous sont coupables d'un seul crime, être nés musulmans. Derrière eux, les auteurs de ces atrocités vont tout incendier. Ils iront même jusqu'à brûler les cadavres de leurs victimes pour tenter de faire disparaître toute trace de leur forfait. Du macabre des contes, les soldats de la paix auront toutes les peines du monde à retrouver d'abord, à identifier ensuite ce qu'il reste de 38 corps. Sur tous les corps, on constate des blessures par balles au niveau de la poitrine et des balles qui sont ressorties par le dos. La supposition, d'après les médecins légistes, c'est que toutes les victimes ont été couchées et ligotées avant d'être exécutées. Il n'existe pas de crime de guerre normal, ni d'échelle de crimes de guerre normaux, plus ou moins criminels. Chaque crime de guerre est grave, terrible et impensable pour l'esprit d'un homme normal. Stupnido est un cas très grave. Il est certainement en tête des cas qui se sont produits sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Loin de Sarajevo, encore plus loin de la justice des hommes, Stupnido n'en a pas encore terminé avec son cauchemar. Pourtant, ils reviennent. Au cours de la tragédie de l'automne dernier, ils n'ont dû leur salut qu'à la chance, qu'au hasard, qu'à la fuite peut-être. Aujourd'hui, pour retrouver quelques traces de leur passé, pour reconstruire ce qui fut toute leur petite vie, ou tout simplement pour faire fleurir leur terre, seule chose que les autres n'ont pu détruire, alors ils montent au village pour la journée. Avec le printemps, la vie a repris pour les survivants de Stupnido.
Uznija aussi est remonté. Le 23 octobre, il faisait partie des défenseurs bosniaques de Stupnido. Mais à 1 contre 15, le combat a vite tourné court. Dans sa maison totalement détruite et brûlée, il se souvient que jusqu'à ce jour noir d'octobre 93, la guerre les avait épargnés. On vivait comme une grande famille. Là-bas, il y avait des Croates. Là-bas, des Serbes, des maisons à côté de nous. Là encore des Croates. Et là-bas aussi des Croates. On a vécu tout ça ensemble jusqu'à la guerre. Et puis ces imbéciles, ils nous ont tous poussés dans le précipice, dans l'enfer. Ses bourreaux voulaient la brûler vive. L'épouse d'Uznija ne les oubliera jamais. Certains étaient masqués, d'autres avaient 3 traits de couleur noire sur le visage. Sur la poitrine, ils avaient des insignes, des fleurs, le U des Ustachis et le blason croate dessiné avec des rubans blancs. Ici, des soldats, il y en avait à peu près 15 dans la cour. Et sur la route aussi, il y en avait. Ils nous ont tous alignés pour nous tuer. À l'épaule gauche, ils avaient des marques et des bandes blanches. Ils avaient des insignes de l'armée croate et certains d'entre eux avaient le visage maquillé. À la lumière de ces témoignages, c'est donc l'armée croate de Bosnie qui serait responsable de ce massacre. En tout cas, des soldats portant ces uniformes. Pour bien comprendre, il faut se rappeler qu'à l'époque des faits, Varech, ville minière de la vallée, à 8 km seulement en contrebas de Stupnido, était une place forte du HVO, l'armée croate de Bosnie. Chef des casques bleus dans la région, un major suédois se rappelle de l'agitation particulière autour de Varech dans les jours qui ont précédé le massacre du petit village bosniaque. Il y avait beaucoup de gens bizarres à Varech à ce moment-là. Des gens vraiment étranges. Je ne peux pas dire à quelles organisations ils appartenaient, mais ils étaient beaucoup plus fragiles, beaucoup plus violents que les soldats de l'armée croate dans cette zone. Ils tiraient sur nos blindés, ils ont même balancé des grenades sur nos véhicules médicaux. Je ne pense pas que tout ça puisse être le fait des soldats croates d'ici. Témoignages que confirment des rapports de l'armée bosniaque, rapports confidentiels et couverts par le secret militaire. Dans ces lignes, il apparaît que les renforts en hommes et en soldats venaient de villes de Bosnie tenues par l'armée croate et que ces troupes étaient en fait commandées par un seul homme, un certain Ivica Rajic. Rajic, un nom qui revient pratiquement dans tous les procès-verbaux d'audition recueillis au sein de la population bosniaque de Varech. Rajic, un nom qui n'est pas inconnu pour les observateurs étrangers. Dépêché à Varech, alors même que le massacre de Stupnido est en train de se dérouler quelques kilomètres plus haut dans la montagne, la mission d'observation européenne, dans un rapport du 25 octobre, souligne tout l'intérêt à rencontrer le véritable patron des forces croates sur place, un certain Rajic, commandant de l'armée croate dans la ville de Kiseljak. À la commission d'État des crimes de guerre de Sarajevo, 8000 cas sont déjà enregistrés sur ordinateur. Témoignages de victimes, liste d'auteurs de crimes, tout est archivé là et réparti en 3 exemplaires ailleurs dans la ville pour éviter tout risque de destruction. Sur l'écran, au nom d'Ivica Rajic, peu de renseignements. Une seule série de témoignages où son nom apparaît et un numéro, le 5 814 667. Si dans la capitale bosniaque, Rajic est un numéro, à Kiseljak, il est autre chose. Dans cette petite ville, véritable fief croate, à 30 km seulement de Sarajevo, et pratiquement épargnée par la guerre, il règne une atmosphère lourde, mélange de ferveur et de terreur. Au pied de l'église dominant la ville, tous les cafés portent le nom de Jérusalem la chrétienne. Cafés devenus au fil du temps et de la guerre, les repères préférés de bandes, dépeintes souvent comme de véritables gangs, faisant régner la violence sur la ville et alentour. HVO. Beaucoup ici arborent ces 3 lettres, symbole de l'armée des Croates de Bosnie. Impossible de discerner les vrais soldats des autres, de miliciens par exemple. Et ici, c'est la Croatie. Tout ça, là. Et toute la Bosnie. Et toute l'Herzégovine aussi.
C'est dans ce contexte que va se dérouler notre première rencontre avec celui qui tient d'une main de fer la région. Précisément à la télévision locale de Kiseliak. Rencontre indirecte à travers le reportage effectué à l'occasion d'une récente parade militaire. Sur l'écran de télévision, nous découvrons alors le vrai visage de Raic, dont notre caméra filme clandestinement l'image. Une vidéo dont nous allons nous servir le soir même pour tirer une épreuve photographique en noir et blanc. Un document d'importance pour la suite de l'enquête. Les photos récentes de l'homme sont rares et il aime, dit-on, changer d'apparence. Retour à Stupnido. Pour la première fois, les victimes face à l'image de leur bourreau présumé. Cet officier-là qui est venu là-haut, c'est pas lui? Voulez-vous regarder cette photo, madame, pour nous dire si c'est bien Ivica Raic que vous avez déjà vu? C'est bien lui? Tu sais cet homme qui est venu dans ton village de Lipa? Il avait des gants noirs, des bottes noires et une casquette, comme sur cette photo. Et d'après son visage, tu le reconnais? Je pense que c'est lui. Il s'est promené devant ma maison, c'était quelques jours avant l'attaque. Il est venu ici à Lipa. Le jour de l'attaque, je ne sais pas. Je n'ai pas vu, mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai vu avant, là-haut, où se trouve ma maison. Au moment de l'attaque, en fait le jour même de l'attaque, je ne sais pas vraiment où était basé le commandement. Non, mais lui, il n'était pas ici ce jour-là. Je veux dire dans le village. Il pouvait être dans la ville ou tout là-haut. Ou en bas, j'en sais rien. Mais il n'était pas dans le village. Ceux-là, vous savez, ils se gardent bien des balles. Ils se tiennent loin des combats, ils poussent devant des idiots. Des types drogués. Devant la mairie de Kiseliak, la voiture de Raic. À partir de ce moment, notre caméra tourne clandestinement. Juste une entrevue et puis de vous voir avec vos hommes, avec l'armée. Si c'est possible. Il demande si c'est possible d'avoir un entretien avec vous. Mais tu sais, je dois pas me montrer en public. Je leur ai déjà expliqué ça, mais qu'est-ce que tu en penses? Il vaut mieux aller chez le commandant Tolo? Ouais, le mieux c'est de le faire avec Tolo. Il acceptera, je lui dirai d'accepter. Une dérobade qui n'est pas une surprise. Depuis Stupnido, l'ancien colonel de l'armée yougoslave fuit les caméras. Raic a d'ailleurs tenté de changer son identité. Connu aussi sous le nom de Viktor Andrić, il est en réalité un seul personnage, dénoncé par les rapports officiels comme le véritable organisateur de Stupnido. Ce qui d'ailleurs ici n'est un secret pour personne. Non, tout le monde parle de ce crime de guerre de Stupnido et tout le monde sait que c'est lui qui a dirigé. Donc lui, il veut pas. C'est lui qui a tout organisé. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas parler. Oui, disons, il a dû faire ça parce que, ça pour expliquer, parce que les musulmans ils tiraient de cette colline, ils tiraient sur les croix, donc il a dirigé le nettoyage ethnique de ce village. Il y avait un massacre et puis tout le monde parle de ça, tout le monde. Il ne veut pas s'exposer, oui, c'est ça, montrer son visage. Lui, il était dans le village de Stupnido? Non, lui non, mais c'est lui qui dirige. Lui, il n'était pas sur place, mais il y avait cette brigade spéciale qui a fait ça. Les brigades spéciales du commandant Raic. Ici, elles s'appellent les Apostoli, les apôtres, ou les Maturitse, du nom d'un officier de Kiseliak tué au début de la guerre. À la terrasse d'un café, l'homme est là, devant sa bière et avec sa conscience. Il va nous raconter ce qu'il appelle lui-même l'attaque de Stupnido. Sa confession se veut épique, elle fait froid dans le dos. Vous avez participé, vous, à ce combat? Il demande si toi tu as participé à cette action de Stupnido. Je ne sais pas si tu dois dire tout ça à la télévision. Peu importe. Tu t'en fous? Ouais, je m'en fous. Ouais, j'étais à Stupnido. On ne peut expliquer cela à celui qui n'a pas vu ce que font les musulmans et comment ils se comportent. Et ce n'était pas comme vous le croyez, comme on vous l'a présenté, avec des meurtres d'enfants et des incendies et que sais-je encore, je ne sais plus tout ce qu'on a pu dire.
Ce n'était pas du tout comme ça. Les musulmans ont été chassés de Stupnido. On est venu pour les chasser. Mais puisqu'ils ne voulaient pas, cela s'est terminé d'une manière tragique pour eux. Et je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et qu'on n'avait pas le choix. Les combats à Stupnido étaient violents. Quand tu arrives à un point tel que tu ne peux pas faire de prisonnier, ni faire sortir un homme de sa tranchée, alors pour avancer, tu dois le tuer. C'était incroyable. Il fallait tuer pour pouvoir avancer. C'était des membres d'une unité très très spéciale. C'était une action très difficile. L'une des plus difficiles que j'ai vécues. Est-ce que vous accepterez un jour de témoigner devant la justice internationale comme vous témoignez aujourd'hui? Je ne crois pas que je serai en vie ce jour-là. Je ne crois pas que je serai en vie à la fin de cette guerre. Car dans notre unité, vous savez, dans notre unité spéciale, Maturitse, 23 membres sont morts. Et il y a eu déjà une vingtaine qui sont invalides. Et moi, je ne sais pas, mais si j'étais invalide, je me suiciderais sur le champ. Je ne crois pas vraiment que je survivrai à tout cela. Est-ce que vous avez des regrets? Non. Non, je ne regrette pas. Et je n'ai pas tué parce que j'aime faire cela, mais parce que c'était mon devoir. Quand je trouve un obstacle sur mon chemin, je dois l'écarter. Miroslav Anić a 23 ans. Son groupe paramilitaire Maturitse n'a jamais été en réalité sur les lignes de front. Comme le rappelle ce récent compte-rendu des observateurs européens, ces hommes ont été utilisés pour les sales besognes, comme ce fut le cas par exemple à Stupnido. Dans un coin du petit cimetière de Stupnido, des tombes plus récentes, celles des victimes du massacre, des enfants, des vieillards. Remis le 12 décembre dernier, le rapport des Nations Unies sur cette affaire porte le numéro BHC 510 de 93, l'une des références de Stupnido, crime de guerre croate. Je pense que ces crimes de guerre sont rarement véritablement punis. Je veux dire qu'on aimerait tous, bien sûr, que ces gens soient arrêtés et condamnés. Mais la condamnation ne pourra jamais être adéquate. Jamais. Malgré toutes les peines de prison et tout ce qui peut leur arriver. Ces gens-là, sous de faux noms, avec des passeports falsifiés, finissent toujours par s'en tirer. La plupart se procurent de l'argent pour se cacher dans un pays étranger, voilà. Et à la fin de leur vie, on les retrouve, on les ramène. Ils ont parfois la peine qu'ils méritent. Oui, c'est vrai, mais c'est rare. La seule chose qui me reste, c'est la vengeance. Venger mon père, ma famille, mon village. Vous savez, on ne vit qu'une fois, on ne souffre qu'une fois, on ne meurt qu'une fois. 30 kilomètres seulement de Sarajevo est pratiquement épargné par la guerre. Il règne une atmosphère lourde, mélange de ferveur et de terreur. Au pied de l'église dominant la ville, tous les cafés portent le nom de Jérusalem la chrétienne. Cafés devenus au fil du temps et de la guerre les repères préférés de bandes, dépeintes souvent comme de véritables gangs, faisant régner la violence sur la ville et alentour. HVO, beaucoup ici arborent ces 3 lettres, symbole de l'armée des Croates de Bosnie. Impossible de discerner les vrais soldats des autres, de miliciens par exemple. Et ici c'est la Croatie, tout ça là, et toute la Bosnie, et toute l'Herzégovine aussi. C'est dans ce contexte que va se dérouler notre première rencontre avec celui qui tient d'une main de fer la région. Précisément à la télévision locale de Kiseliak. Rencontre indirecte à travers le reportage effectué à l'occasion d'une récente parade militaire. Sur l'écran de télévision, nous découvrons alors le vrai visage de Raić, dont notre caméra filme clandestinement l'image. Une vidéo dont nous allons nous servir le soir même pour tirer une épreuve photographique en noir et blanc. Un document d'importance pour la suite de l'enquête
les photos récentes de l'homme sont rares et il aime, dit-on, changer d'apparence. Retour à Stupnido. Pour la première fois, les victimes face à l'image de leur bourreau présumé. Cet officier-là qui est venu là-haut, c'est pas lui? Voulez-vous regarder cette photo, madame, pour nous dire si c'est bien Ivica Rajic que vous avez déjà vu? C'est bien lui? Tu sais cet homme qui est venu dans ton village de Lipa? Il avait des gants noirs, des bottes noires et une casquette comme sur cette photo. Et d'après son visage, tu le reconnais? Je pense que c'est lui. Il s'est promené devant ma maison, c'était quelques jours avant l'attaque. Il est venu ici à Lipa. Le jour de l'attaque, je ne sais pas. Je n'ai pas vu, mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai vu avant, là-haut, où se trouve ma maison. Au moment de l'attaque, en fait le jour même de l'attaque, je ne sais pas vraiment où était basé le commandement. Non, mais lui, il n'était pas ici ce jour-là. Je veux dire dans le village. Il pouvait être dans la ville ou tout là-haut. Ou en bas, j'en sais rien. Mais il n'était pas dans le village. Ceux-là, vous savez, ils se gardent bien des balles. Ils se tiennent loin des combats, ils poussent devant des idiots. Des types drogués. Devant la mairie de Kiseliak, la voiture de Rajic. À partir de ce moment, notre caméra tourne clandestine de faire disparaître toute trace de leur forfait. Du macabre des contes, les soldats de la paix auront toutes les peines du monde à retrouver d'abord, à identifier ensuite ce qu'il reste de 38 corps. Sur tous les corps, on constate des blessures par balles au niveau de la poitrine et des balles qui sont ressorties par le dos. La supposition, d'après les médecins légistes, c'est que toutes les victimes ont été couchées et ligotées avant d'être exécutées. Il n'existe pas de crime de guerre normal, ni d'échelle de crimes de guerre normaux, plus ou moins criminels. Chaque crime de guerre est grave, terrible et impensable pour l'esprit d'un homme normal. Stupnido est un cas très grave. Il est certainement en tête des cas qui se sont produits sur le territoire de Bosnie-Herzégovine. Loin de Sarajevo, encore plus loin de la justice des hommes, Stupnido n'en a pas encore terminé avec son cauchemar. Pourtant, ils reviennent. Au cours de la tragédie de l'automne dernier, ils n'ont dû leur salut qu'à la chance, qu'au hasard, qu'à la fuite peut-être. Aujourd'hui, pour retrouver quelques traces de leur passé, pour reconstruire ce qui fut toute leur petite vie, ou tout simplement pour faire fleurir leur terre, seule chose que les autres n'ont pu détruire, alors ils montent au village pour la journée. Avec le printemps, la vie a repris pour les survivants de Stupnido. Uznija aussi est remonté. Le 23 octobre, il faisait partie des défenseurs bosniaques de Stupnido. Mais à 1 contre 15, le combat a vite tourné court. Dans sa maison totalement détruite et brûlée, il se souvient que jusqu'à ce jour noir d'octobre 93, la guerre les avait épargnés. On vivait comme une grande famille. Là-bas, il y avait des Croates. Là-bas, des Serbes, des maisons à côté de nous. Là encore des Croates. Et là-bas aussi des Croates. On a vécu tout ça ensemble jusqu'à la guerre. Et puis ces imbéciles, ils nous ont tous poussés dans le précipice, dans l'enfer. Ses bourreaux voulaient la brûler vive. L'épouse d'Uznija ne les oubliera jamais. Certains étaient masqués, d'autres avaient 3 traits de couleur noire sur le visage. Sur la poitrine, ils avaient des insignes, des fleurs, le U des Ustachis et le blason croate dessiné avec des rubans blancs. Ici, des soldats, il y en avait à peu près 15 dans la cour. Et sur la route aussi, il y en avait. Ils nous ont tous alignés pour nous tuer. À l'épaule gauche, ils avaient des marques et des bandes blanches. Ils avaient des insignes de l'armée croate
Et certains d'entre eux avaient le visage maquillé. À la lumière de ces témoignages, c'est donc l'armée croate de Bosnie qui serait responsable de ce massacre. En tout cas, des soldats portant ces uniformes. Pour bien comprendre, il faut se rappeler qu'à l'époque des faits, Varech, ville minière de la vallée, à 8 km seulement en contrebas de Stupnido, était une place forte du HVO, l'armée croate de Bosnie. Chef des casques bleus dans la région, un major suédois se rappelle de l'agitation particulière autour de Varech dans les jours qui ont précédé le massacre du petit village bosniaque. Il y avait beaucoup de gens bizarres à Varech à ce moment-là. Des gens vraiment étranges. Je ne peux pas dire à quelles organisations ils appartenaient, mais ils étaient beaucoup plus fragiles, beaucoup plus violents que les soldats de l'armée croate dans cette zone. Ils tiraient sur nos blindés, ils ont même balancé des grenades sur nos véhicules médicaux. Je ne pense pas que tout ça puisse être le fait des soldats croates d'ici. Témoignages que confirment des rapports de l'armée bosniaque, rapports confidentiels et couverts par le secret militaire. Dans ces lignes, il apparaît que les renforts en hommes et en soldats venaient de villes de Bosnie tenues par l'armée croate et que ces troupes étaient en fait commandées par un seul homme, un certain Ivica Rajic. Rajic, un nom qui revient pratiquement dans tous les procès-verbaux d'audition recueillis au sein de la population bosniaque de Varech. Rajic, un nom qui n'est pas inconnu pour les observateurs étrangers. Dépêché à Varech, alors même que le massacre de Stupnido est en train de se dérouler quelques kilomètres plus haut dans la montagne, la mission d'observation européenne, dans un rapport du 25 octobre, souligne tout l'intérêt à rencontrer le véritable patron des forces croates sur place, un certain Rajic, commandant de l'armée croate dans la ville de Kiseljak. À la commission d'État des crimes de guerre de Sarajevo, 8000 cas sont déjà enregistrés sur ordinateur. Témoignages de victimes, liste d'auteurs de crimes, tout est archivé là et réparti en 3 exemplaires ailleurs dans la ville pour éviter tout risque de destruction. Sur l'écran, au nom d'Ivica Rajic, peu de renseignements. Une seule série de témoignages où son nom apparaît et un numéro, le 5 814 667. Si dans la capitale bosniaque, Rajic est un numéro, à Kiseljak, il est autre chose. Dans cette petite ville, véritable fief croate, à 30... Juste une entrevue et puis de vous voir avec vos hommes, avec l'armée. Il demande si c'est possible d'avoir un entretien avec vous. Mais tu sais, je dois pas me montrer en public. Je leur ai déjà expliqué ça, mais qu'est-ce que tu en penses? Il vaut mieux aller chez le commandant Tolo? Ouais, le mieux c'est de le faire avec Tolo. Il acceptera, je lui dirai d'accepter. Une dérobade qui n'est pas une surprise. Depuis Stupnido, l'ancien colonel de l'armée yougoslave fuit les caméras. Rajic a d'ailleurs tenté de changer son identité. Connu aussi sous le nom de Viktor Andrić, il est en réalité un seul personnage dénoncé par les rapports officiels comme le véritable organisateur de Stupnido. Ce qui d'ailleurs ici n'est un secret pour personne. Non, tout le monde parle de ce crime de guerre de Stupnido et tout le monde sait que c'est lui qui a dirigé, donc lui il veut pas. C'est lui qui a tout organisé et c'est pour ça qu'il ne veut pas parler. Oui, disons, il a dû faire ça parce que, ça pour expliquer, parce que les musulmans ils tiraient de cette colline, ils tiraient sur les croix, donc il a dirigé le nettoyage ethnique de ce village. Il y avait un massacre et puis tout le monde parle de ça, tout le monde. Il ne veut pas s'exposer, oui, il ne veut pas montrer son visage. Lui, il était dans le village de Stupnido? Non, lui non, mais c'est lui qui dirige. Lui, il n'était pas sur place, mais il y avait cette brigade spéciale qui a fait ça. Les brigades spéciales du commandant Rajic. Ici, elles s'appellent les Apostoli, les apôtres, ou les Maturitse, du nom d'un officier de Kiseljak tué au début de la guerre. À la terrasse d'un café, l'homme est là, devant sa bière et avec sa conscience. Il va nous raconter ce qu'il appelle lui-même l'attaque de Stupnido. Sa confession se veut épique, elle fait froid dans le dos. Vous avez participé, vous, à ce combat? Il demande si toi tu as participé à cette action de Stupnido. Je ne sais pas si tu dois dire tout ça à la télévision.
Peu importe. Tu t'en fous? Ouais, je m'en fous. Ouais, j'étais à Stupnido. On ne peut expliquer cela à celui qui n'a pas vu ce que font les musulmans et comment ils se comportent. Et ce n'était pas comme vous le croyez, comme on vous l'a présenté, avec des meurtres d'enfants et des incendies et que sais-je encore, je ne sais plus tout ce qu'on a pu dire. Ce n'était pas du tout comme ça. Les musulmans ont été chassés de Stupnido. On est venu pour les chasser. Mais puisqu'ils ne voulaient pas, cela s'est terminé d'une manière tragique pour eux. Et je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement, et qu'on n'avait pas le choix. Les combats à Stupnido étaient violents. Quand tu arrives à un point tel que tu... Ils l'ont égorgé, mais pas jusqu'au bout, pour qu'il agonise devant nous et pour qu'on le regarde. Et nous, on ne pouvait plus rien supporter, ni pleurer, ni avoir peur, ni crier, ni rien. Car ils ne nous autorisaient même pas à pleurer, et ils tuaient aussitôt celui qui se mettait à pleurer. Et puis ils ont tué aussi mon père d'une rafale tirée en plein cœur, et un garçon avec lui. Un homme a été tué dans cette maison, là-bas derrière. Et puis ils ont brûlé vif 2 vieillards, là-bas, derrière la maison. Et puis 2 autres aussi à côté, ils ont assassiné mon père. Là, derrière cette autre maison. Vous irez voir. En tout, ils ont tué 10 personnes. Ici, rien qu'ici. Ils ont d'abord égorgé un voisin, ici, à l'angle de la maison. Ensuite, ils ont tué le père de mon mari. Ils lui ont tiré dans la poitrine. Ils l'ont jeté sur le dos. Ils ont tué un voisin, lui, ils l'ont jeté à plat ventre et ils lui ont tiré dans le dos. Ils ont tué ma voisine sur ce tronc d'arbre. Elle leur avait dit de ne pas nous faire du mal, de prendre tout ce qu'on avait, mais un homme l'a tué d'une rafale de mitraillette et le corps est tombé là, par terre. Ensuite, le soldat m'a demandé où était mon mari et il m'a donné des coups de pied dans la bouche. Je croyais qu'il allait me tuer. Il nous a ensuite tous alignés ici, moi et mes 2 enfants, 2 voisines et leurs enfants. J'ai vraiment cru qu'ils allaient tous nous tuer. Que de tout ce monde, personne n'ait pu s'enfuir, se sauver. Tout ça, c'était des civils, des enfants. Personne n'était coupable de rien. Pendant que les uns entouraient le village par les collines, les autres rentraient. On était tous complètement bloqués. Les ruines sont encore fumantes 4 jours après le massacre. Et c'est un spectacle de désolation qui s'offre aux premiers casques bleus parvenus sur place. De Stupnido, petit hameau de la montagne bosniaque, de ses 53 maisons, de ses 250 habitants, il ne reste rien. Au petit matin du samedi 23 octobre 1993, plusieurs centaines d'hommes en armes attaquent le village. Pillage, viol, exécution sommaire, la tuerie va durer tout un samedi et tout un dimanche. Des enfants, des femmes, des vieillards sont exécutés, parfois à bout portant. Aux yeux de leurs assassins, tous sont coupables d'un seul crime, être nés musulmans. Derrière eux, les auteurs de ces atrocités vont tout incendier. Ils iront même jusqu'à brûler les cadavres de leurs victimes pour tenter